Bonjour Georgia, Bonjour. bienvenue sur le podcast Afropéenne. Je suis très contente de te recevoir et j'ai vraiment hâte d'écouter ton récit parce que je sais que je vais apprendre une tonne de choses. Est-ce qu'on peut commencer J'espère. par te présenter? Oui, du coup, je suis Georgia. Mhm. Je suis... Qu'est-ce que j'ai? J'ai 30 ans, bientôt Mhm. 31, mais c'est un détail. Je suis la plus petite d'une grande sororité. J'ai 7 sœurs, dont une sœur jumelle. Ah, génial ça. Je suis née à Bruxelles, j'ai grandi à Bruxelles, j'ai étudié à Bruxelles, puis j'ai fait l'université à Saint-Louis, puis j'étais à l'UCL pour faire le master, et Mhm. puis il y a quelques années, il y a 2 ans, j'ai fait un master complémentaire à l'ULB. Ok, Grosso modo, voilà. ok. Et je travaille dans le notariat depuis 2019. Ok, ça va. Bon, on a déjà quelques super éléments. Alors, avant d'aller plus loin sur qui tu es, j'aime bien toujours savoir, est-ce que le terme afropéenne est un terme que les invités connaissent? Donc, du coup, est-ce que tu connais et est-ce que tu te sens concerné par ce terme? Est-ce que je le connais? Je sais pas si je le connais, mais en tout cas, moi, enfin, dans ma définition, après, j'ai pas fait de recherche, j'aurais tendance à dire, afropéenne, c'est les descendants, tous les afro-descendants qui ont grandi ou qui sont nés, ou en tout cas qui vivent en Europe. Mhm. Et donc, ça fait une référence à ça, donc afro et puis européen. Et donc, c'est un peu un mix des deux. Donc, je Ouais, trouve ça sympa comme mot. Parce ok. que je pense que ouais, je me définis un peu là-dedans, du coup. Ouais, tu te reconnais dans ce terme-là, c'est pas quelque chose qui te paraît Ouais. malvenu ou... Non. Ok, super. Alors, continuons du coup sur toi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours? Comment est-ce que ton enfance se déroule? Comment est-ce que tu fais tes premiers pas dans la vie? Comment est-ce que tu choisis tes études? Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça? Ouais, je peux essayer. Alors, du coup, quand j'étais petite, j'étais très turbulente. Ah, J'étais, joyeux ça. ouais, j'étais pas une très très bonne élève. Ce qui m'a sauvée, c'est parce que j'ai jamais eu trop de difficultés à l'école, globalement. Mhm. Ce qui m'a sauvée, mais c'est qui a fait aussi que j'ai quelques difficultés. Je suis quelqu'un même dans mon travail, c'est ma plus grosse difficulté, c'est la précision et la rigueur. Parce Ok. que j'ai toujours globalement jamais eu trop galéré dans les études. Ok. Oui, j'avais facilement la moyenne, etc., sans faire trop d'efforts. Du coup, je me suis un peu trop souvent contentée du minimum, Ok. parce que le minimum, c'était au-dessus de la moyenne, donc forcément, C'était bon. on, Ça passait. même si les profs disaient oui, plus de rigueur et des précisions, essaye de plus travailler, j'étais là, de toute façon, je réussis, donc pourquoi me fouler? Donc c'est vrai que ça m'a poursuivi beaucoup. Mhm. Encore maintenant que j'essaie de travailler ça, mais bon. Voilà, mais donc du coup, c'est vrai que j'étais un peu une élève assez turbulente parce que j'ai toujours eu ce souci on va dire, de la justice. Et donc, quand il y avait des choses qui me plaisaient pas et que je trouvais injustes, je criais dans toute la classe et je me levais et je défendais les causes. Oh là Et ça m'a là. très vite, c'était comme ça. Après, voilà, j'étais aussi un peu impertinente, etc., etc. Mais bon, voilà, du coup, c'était ça. Après, au secondaire, ça s'est un petit peu continué, mais c'est aussi un petit peu calmé, on va dire. Ok. On va dire, petit à petit, j'ai choisi mes combats et aussi la manière de le faire. Mhm. Euh, et donc, oui, et puis, en fait, tout simplement, ça m'a amené dans les études de droit. Donc, quand je suis arrivée en réto, je savais pas trop ce que je voulais faire. Et c'est vrai que quand je disais oh je sais pas ce que je voulais faire, toujours me disant moi je trouverais bien en droit, je serais trop bien avocate, etc. J'étais là ouais, parce que forcément j'étais celle qui adorait les débats, en plus en finir et tout. euh, mais ce qui est étonnant, c'est que j'ai jamais voulu être avocate, enfin peut-être plus jeune, mais en tout cas très vite quand j'ai commencé mes études, mon bachelier à Saint-Louis, j'ai tout de suite su que je voulais pas être avocate. Ok. Et du coup, c'est vrai que c'est assez perturbant parce que quand on fait les études de droit, on pense toujours à avocat, et J'allais quand on justement sait ou dire quand ça. on on n'a pas envie de faire avocat, on est très vite perdu dans les études parce que
inconsciemment ou consciemment, je sais pas si c'est la volonté, mais on nous présente pas trop d'autres options en fait. Ah, ok. Donc, même Moi quand j'ai pendant les commencé, études, vous rendez pas, en première année, quand on c'est mon s'inscrit en opinion. droit? Oh, pardon. Ouais, après, honnêtement, faut être honnête, je me suis jamais trop, voilà, j'ai fait mes études, sans réellement penser, on va dire, au lendemain, quoi. J'étudiais, je réussissais, et voilà, je savais que je voulais être avocate, mais je me suis, allez, dès que je suis arrivée en première bachelier, je me suis pas tout de suite projetée, ni en deuxième, ni en troisième, enfin, donc c'est aussi, je me suis peut-être pas assez intéressée, Ok. on va dire, dans mes études, enfin, je veux dire ça comme ça, parce que, peut-être que voilà, peut-être que les choses ont changé ou peut-être que c'est juste moi. J'ai pas vu d'autres options et enfin j'ai pas vu les opportunités qui se présentaient. Enfin en tout cas je sais pas moi les comment on appelle ça les portes ouvertes ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai que moi j'avais tendance à voir que même ouais pendant les portes ouvertes c'était Deloitte, les Big Four et les grands cabinets qui venaient se présenter etc. Mais ça restait toujours très avocat, très juridique, Ouais, c'est juriste ça. d'entreprise, fiscal, etc. Donc toujours le même milieu quoi. Donc enfin voilà, moi j'ai le notariat, j'en ai pas réellement entendu durant mes études vraiment ou brièvement et ça m'a même pas marqué quoi. Oui, Donc c'est dingue, hein, c'est dingue. Parce que moi, j'ai su que les études de droit menaient au notariat la première fois que j'ai eu affaire à un notaire, c'est-à-dire pour acheter. Donc, oui bah je me oui dis, oui c'est c'est une ça. info qui est pas tout à fait connue du grand public. Enfin, moi, je parle en tant que personne tout à fait externe. Hein, donc, moi, quand on me dit droit, bah oui, je pense tout de suite avocat ou juriste, mais on n'imagine même pas qu'il y a d'autres métiers liés au droit. Ouais, mais je Donc, pense que vraiment c'est les gens s'imaginent pas quoi. Mais donc du coup oui voilà moi j'ai fait mes études et je savais que je voulais pas être avocate mais je savais pas ce que mhm, je voulais faire. mm, Euh, et puis après j'ai fait mon master à l'UCL. Là j'ai fait une filière droit humanitaire et donc j'ai fait mon mémoire aussi là-dessus. Et donc c'est vrai que ça m'a plu et donc j'étais là bah oui j'aime bien défendre les causes etc. mhm. Voilà l'une des raisons pour lesquelles je voulais pas être avocate parce que pour moi le droit c'est pas la justice même si j'aime vraiment ce que je fais j'aime vraiment le droit et j'aime vraiment apprendre bah, clairement le droit c'est pas la justice Non. et quand t'es avocat t'es souvent amené justement bah les gens viennent chez toi parce que ils ont des problèmes les Mhm. gens viennent pas chez toi parce qu'ils ont des bonnes nouvelles et parce que tout va bien dans leur vie Eh oui. et j'avais un peu le sentiment de me dire bah voilà en fait je vais gagner ma croûte pour les Sur le problèmes dos des des gens problèmes, ouais. et enfin je dis pas que c'est mal hein, que les avocats non Bah non, il pas en du tout dans ce faut, hein. sens-là mais moi ça me déprimait un petit peu quoi j'étais en mode Ouais. Je je vais voir que des partage. problèmes que Ouais. des enfin ouais c'est bon quoi des dossiers écrire des tartines de conclusion voilà ça me botte pas j'aime pas etc. Et donc après mes études j'ai travaillé quelques mois dans un cabinet à Bruxelles, mais Mhm. qui avait un pool en fait pro bono et donc qui faisait des projets avec des réfugiés, etc. Et donc dans le cadre, de mon master, de ce que j'avais fait, je trouvais ça intéressant. Et donc j'ai fait ça quelques temps, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc là, du Et coup, c'est vrai que tu étais quoi, juriste? juriste, ouais juriste. Et Donc donc pour les une causes fois que t'as fait tes études, dans oui c'est l'humanitaire. ça, une fois que t'as fait des études, t'as fait tes 50 droits, bah t'es juriste quoi. Et Oui, donc tu si peux un tu peu fais pas le travailler dans tout. barreau, Euh, si tu C'était passes... pas du tout le barreau. Donc Non, je dis, c'est si tu rien à voir. passes pas Enfin, le barreau, t'es c'était, pas avocat. C'est ça. oui, c'est ça. Donc pour être avocate, sauf erreur, donc t'as fait tes 5 ans d'études et puis tu trouves un stage Mhm. et puis ouais, tu fais le stage de barreau 3 ans et puis voilà quoi. Ok. Et donc j'ai fait ça et en fait j'avais vraiment ce sentiment, le droit me manquait en quelque sorte. Mhm. Je m'explique. Donc déjà, ouais, c'est aussi des avocats, c'est très c'est dans des domaines quoi. Donc t'es avocat fiscal, t'es fiscaliste, t'es avocat droit d'entreprise, famille, etc. Mhm. Après chaque dossier est différent, j'imagine, mais c'est très dans un domaine très précis. Et moi, Ouais. c'est vrai que comme j'ai beaucoup aimé mes études, ça me manquait un peu d'étudier un peu tout dans le droit, enfin le côté un peu voilà, tantôt civil, tantôt fiscal, tantôt famille, Mhm. enfin le truc un peu plus je voulais quelque chose de plus général. Ok. Bah, surtout que oui, le droit des étrangers c'est super bien mais bon en termes de il y a pas plus figé entre guillemets j'ai envie de dire que le droit des étrangers parce que Mhm. forcément la Belgique est assez fermée
là-dedans, enfin l'Europe tout simplement, parce que c'est beaucoup de lois européennes aussi. Et puis alors ouais, j'ai pensé au notariat, parce que je me dis, ah bah tiens, c'est très large, il y a tout, et quand j'y ai pensé, honnêtement, je savais même pas quoi exactement. C'est juste que je me dis, ouais, je sais même plus comment ça m'est arrivé à Ouais, l'esprit c'est ça que j'allais cette te idée. demander. Ouais, Mais comment honnêtement, tu je sais as... plus. Je pense Ah, que je c'est... parlais avec une amie qui faisait aussi du droit. Euh, et je sais plus. Je pense qu'on en a parlé. Elle m'a dit, j'ai dit, ah ouais, c'est vrai que notariat, tu touches à tout. Je sais que tu touchais à tout sans réellement savoir exactement qu'est-ce que tu faisais exactement, quoi. Mhm, Donc, mhm, donc j'ai postulé. Je pense que j'ai postulé dans une seule étude, bah, c'est l'étude où je travaille actuellement. mhm. Si je me trompe pas, peut-être dans d'autres, je sais plus du tout. Bref, et puis j'ai eu mon entretien, ça s'est super bien passé. Et donc voilà, j'ai commencé en mai 2019 Ah, t'as pas dû et ça m'a faire... très vite plu. t'as pas dû faire, je sais pas moi, une formation... Enfin, non? Non, non, du tout. Ah, ok. Donc en fait, pour travailler dans le notariat, bon, pour être clerc de notaire, après ton bachelier en droit, normalement, tu peux déjà être clerc de notaire. Donc Ok. une fois que tu as déjà fait tes 3 ans, tu peux faire clerc de notaire. Après, c'est ça aussi dans le notariat, c'est très en termes de comment on dit ça, monter les grades, c'est Mhm, très limité. Donc t'es clerc de notaire, tu peux être clerc de notaire toute ta vie, mhm. et si tu veux au-dessus, t'as candidat notaire. Donc candidat notaire, c'est quand tu passes le concours pour être notaire, et puis une fois que t'es candidat notaire, tu travailles encore quelques années, et puis après tu passes notaire si tu rachètes une étude, etc., etc. Ok. Donc si tu veux, il y a comme 3 échelons, quoi. Donc tu Mais commences pour être clerc de candidat notaire et notaire, là, il faut avoir un master en droit ou pas du tout, ouais, pour être toujours pas. candidat notaire, donc tu dois faire les 5 ans de droit, Oui. et puis tu fais ton master en notariat, et puis donc tu travailles dans une étude, tu fais 3 ans de stage. Ok. Donc moi là, je suis à ma 12e année de stage, donc c'est un peu comme Ok. le barreau. Oui. C'est 3 ans de stage, mais tu fais, enfin, sauf que voilà, c'est ici, je fais exactement la même chose que ce que j'aurais fait sans mes 3 ans de stage, quoi. Donc c'est mon Mhm, travail mhm. habituel. Mais Ok. voilà, Ok. c'est juste que voilà, j'ai des petits rapports à rendre, j'ai 2 rapports à rendre par an. J'ai comment on dit ça, une interview une fois par an avec la commission pour voir comment ça se passe, blablabla. Mhm, Bla, bla. Et mhm. puis au bout des 3 ans, tu peux passer le concours qui se fait une fois par an, euh, qui est assez difficile. Et si tu réussis le concours, t'es candidat notaire, donc t'es Ok. nommé par le roi. Et puis là, quand tu es candidat notaire, tu continues à travailler. Et puis si tu as l'opportunité de reprendre une étude ou de t'associer, bah là, tu deviens notaire, quoi. Ok. Très bien. Bah, tu vois, là, premier préjugé déconstruit, c'est qu'il n'y a pas un nombre limité de notaires. Moi, j'ai toujours cru Si, que... il y a un nombre limité par contre. Ah, Si. parce que Il y a un si nombre t'as limité. plusieurs candidats qui réussissent, enfin, si tu as tous les candidats qui postulent qui réussissent, bah, ils deviennent tous candidats Non. notaires. Alors, du coup, si tu veux, quand tu passes le concours, il y a plus ou moins par an, je pense, 200 personnes qui le passent. Mhm. Et en fonction de chaque année, ils ont un nombre de candidats notaires à nommer. Et donc, Ah c'est vraiment un concours, oui, donc il y a un numéro les 20 exclusif. premiers, les trucs comme ça. Et donc, Ok. par exemple, cette année, ma collègue a passé le concours et cette année, j'étais 48. Donc, il y avait 48, ils pouvaient prendre 48 personnes. Ok, Et en très fonction bien. des années, parfois, ils prennent les 48 personnes, parfois, ils en prennent moins. Donc, parce que pour Mhm. réussir le concours, tu dois avoir 60%. Mhm. Et donc, si par exemple, bah, l'année suivante, ils doivent prendre 20 candidats, mais il n'y a que 10 candidats qui ont qui ont 60% et plus, bah, ils prennent que 10 candidats. Ok, très bien. Euh, et donc, il y a un nombre limité de candidats notaires qui sont nommés par an. Mhm. Et après ça, une fois que tu es candidat notaire, bah, pour être notaire, il faut que les études, enfin des études se libèrent. Enfin, donc les notaires qui partent en pension, Oui. ou alors des notaires qui s'associent. Euh, et donc, si tu veux, il y a un certain nombre de notes. En fait, il y a un nombre limité d'études. Ok. Oui, oui, Et donc, d'études. il y a Oui. plus ou moins, je pense, je sais plus, je dirais 150 études Sur la Belgique. en Belgique. Mhm. Et donc, tu as 150 études, donc a priori minimum 150 notaires. Après, tu peux avoir des notaires associés. Associant, Et donc, oui. dans une étude, tu peux avoir 3-4 notaires. Par exemple, Ok. Actalis, Notalex, des trucs comme ça, c'est des grandes études où ils sont 3-4 notaires. Et donc, il y a un Mhm. notaire titulaire et puis il y a les notaires associés. Et ce qui fait que, par exemple, je crois, il y a plus ou moins 1500 notaires en Belgique. Ok. Lui-même n'est pas limité, mais le nombre d'études est Je limité. comprends. Je comprends. Quand Comme tu les es candidat pharmaciens, notaire, ouais. bah, oui, tu peux être pendant 5 ans, 10 ans, et rester comme, entre guillemets, candidat notaire parce qu'il n'y a pas d'études qui se sont libérées. Bon, évidemment, chaque année, ça se libère parce que
les notaires sont vieux, ils prennent leur pension, etc. Mais oui, et puis voilà, t'as encore le fait de, il faut reprendre l'étude, donc il faut payer, etc. Enfin, donc c'est, grosso modo, c'est ça, quoi. Waouh, ok, c'est pas mal du tout. Ouais. Et donc, toi tu aspires à être candidat notaire, à reprendre une étude, c'est quelque chose qui te tente? Alors, candidat notaire, oui, parce que c'est une plus-value, parce que voilà, t'apprends plus et t'es mieux payé, etc. Enfin, Mhm. d'échelon, voilà, c'est mieux. Après, être notaire, je ne sais pas encore. Ok, C'est voilà, être notaire, c'est être chef d'entreprise. oui, C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de stress. oui. C'est vraiment énormément de stress parce que voilà, on réalise pas, mais t'as tu peux très vite faire, tu peux faire des bêtes erreurs, mais qui peuvent avoir des grosses conséquences, mais surtout grosses conséquences financières. Euh, et donc ouais, tu peux même. Ah, il y a un problème avec ton micro, je C'est ouais, pense. c'est pas. Il y a un problème avec ton micro. De Ah, temps en tu temps, ça m'entends? coupe. Oui, de temps en temps, ça coupe. Je sais pas pourquoi. Ah oui, ah oui. Attends, je vais checker. Ouais, Mais donc oui, c'est candidat oui, notaire à voir. On verra avec au fil des années ouais, comment ça se passe. ok. C'est vraiment cool ce que je fais. J'aime vraiment ce que je fais, mais être notaire. Enfin, quand je vois mon notaire, il est tout seul, il est notaire depuis 2016. Bon, et après il a racheté l'étude. On a déménagé il y a 2 ans, Mhm. donc il a un gros crédit. Il a un gros crédit, etc. Mais c'est pas l'éclat, quoi. C'est pas l'éclate, Ouais, c'est réglé beaucoup. Voilà, c'est encore autre chose de ce que je fais maintenant, quoi. Et c'est ouais. autre chose que d'être candidat notaire. Donc tu prends moins de dossiers, tu prends quasi plus de dossiers, ou alors c'est que les gros dossiers qui traînent depuis 10 ans et que tu essayes de résoudre, que tu fais tard la nuit, toute la journée, voilà, tu lis des actes, etc. Enfin, c'est pas, voilà, c'est C'est à pas... réfléchir. J'ai pas, c'est pas Oui, donc je sais pas. au-delà de la responsabilité professionnelle, il y a toute la partie entrepreneuriale. Il y a le fait d'acheter une étude, de prendre un crédit, d'avoir des Oui, prêts à oui, c'est ça. rembourser, d'avoir du personnel. Oui. Ouais, c'est ouais, et puis enfin voilà, moi je pars toujours du enfin voilà, j'ai quand même en tête que mon travail c'est pas ma vie. J'aime Mhm, ce que je fais et voilà, je remercie Dieu parce qu'il y a énormément de personnes qui travaillent mais qui n'aiment pas ce qu'ils font. Moi j'ai la chance de vraiment aimer ce que je fais, mhm, mais je veux pas que ça prenne trop de place dans ma vie. Je veux que ça reste entre guillemets un plaisir mhm. et surtout que ouais, ce soit pas j'ai pas envie d'avoir la corde au cou, quoi. J'ai envie de profiter, de me dire bah voilà, quand j'aurai des enfants, quand j'aurai mon mari, pouvoir partir en vacances tranquille, pas Mhm, rentrer tard, hyper tard, ou rentrer tôt mais continuer à travailler des heures et des heures après. Enfin voilà, j'ai envie d'une certaine qualité de vie mhm. qui fait que ça peut pas forcément, je pense pas que ça puisse réellement coïncider au métier de notaire. Après, voilà, c'est pas une idée figée et ça peut évoluer, Ça quoi. peut évoluer. Ok, super. Alors, j'aimerais que tu nous éclaires un peu plus, parce que moi, un notaire, il y a encore quelques années, c'est le monsieur, tu vois, même pas la dame, le monsieur est blanc, chez qui on va quand on veut Souvent. acheter un bien immobilier. Point barre. Le notaire, pour moi, se résumait à ça. Et donc, depuis quelque temps, je sais que, enfin, j'ai rencontré une jeune clerc de notaire qui m'a parlé de plein de choses. Elle m'a raconté ah oui, si vous êtes en couple et que vous vous mariez pas, vous pouvez quand même venir signer. Enfin, elle m'a parlé de plein de documents qu'on pouvait signer. Elle m'a parlé d'héritage, elle m'a parlé enfin, de plein de choses. Je suis là, ah tiens, vous faites autre chose que de l'immobilier. Et donc, est-ce que tu peux nous Ouais. parler un peu de ce métier peu connu? Oui. Alors oui, effectivement, essentiellement, voilà, ce qui se fait tourner l'étude, c'est clairement l'immobilier. D'ailleurs, maintenant, c'est très calme, donc Hmm. c'est ouais, c'est C'est stressant l'activité principale parce quand que du coup, même. ouais, clairement. Ouais, c'est les finances principales, c'est dans l'immobilier, Ok, clairement. Je veux d'accord. dire, c'est 80, ouais, ça dépend les études après, mais c'est vraiment plus de 60% minimum du chiffre d'affaires. Il y en a qui font Hmm. quasi que de l'immobilier et du coup, par exemple, maintenant, à cette période,
bah, stresse un peu parce que t'es là en mode, bah, quand il y en a plus, quand le chiffre diminue, c'est inquiétant. Après, la bonne nouvelle, c'est que dans l'immobilier, ça reprend toujours. Même si c'est plus calme. Enfin, les gens vont continuer à acheter en Belgique. Voilà, clairement, les Belges ont une brique dans le ventre, c'est pas pour rien. Quand on regarde en Belgique, c'est là où il y a le plus de propriétaires. Donc, c'est essentiellement immobilier. Mais effectivement, c'est pas que ça. Bah, il y a les succès. Ah, là, ça a coupé. Allô? Donc, quand une personne... Ah, ça coupe, hein. Là, pendant 2 minutes. Bah, crédit du défunt. Allô? Ah, attends. Allô? Oui. Attends, est-ce que tu m'entends? Là, je t'entends, mais il y a 2 minutes à peu près, ça a vraiment coupé. Ah ouais, ok, attends, je vais peut-être me mettre en 4G. Je suis en haut, du coup, j'ai pas beaucoup... du coup, je sais plus où je m'étais arrêté. Oui, mais tu me parlais du métier de notaire et tu disais que on était à entre 50%, voire plus d'immobilier. Et que donc, pour certains, c'était le stress en ce moment parce que voilà, au niveau immobilier, c'était un peu calme, mais que ça reprenait. Oui, oui, c'est ça. Mais bon, après, voilà, l'immobilier, même si quand c'est plus calme, ça s'arrête jamais. Enfin, je veux dire, on peut avoir des moments plus calmes, mais il y aura toujours de l'immobilier parce que les gens continueront à acheter, les gens continueront à vendre. Enfin, voilà, c'est vraiment, ça tourne, quoi. Puis t'as les successions. Donc, succession, c'est pas forcément obligé d'aller chez le notaire, ça dépend. L'acte d'hérédité, on n'a pas le monopole. Donc, un acte d'hérédité, c'est un document qui certifie qui sont les héritiers de la personne qui est décédée. Oui. Et donc, ce document-là, tu peux le faire chez le notaire, comme tu peux le faire aussi à l'administration fiscale. Sur MadminFin, normalement, tu peux le faire aussi gratuitement. Okay. Avant, c'était au bureau sécurité juridique, mais je pense qu'ils ont un peu dispatché. Pareil, la déclaration de succession. Donc, la déclaration de succession, c'est le document, c'est pas un document authentique, donc c'est un document juste que tu dois envoyer au fisc pour dire la personne, déclarer le patrimoine du défunt pour qu'on calcule ses droits de succession. Oui. Et donc, ce document, les notaires peuvent le faire, mais toi aussi tu peux le faire, enfin un comptable peut le faire, etc. Okay. Donc ça c'est le volet entre guillemets non obligatoire dans les successions. Après, t'as, par exemple, si tu veux renoncer à la succession, tu dois passer chez le notaire. Si il y a des enfants mineurs, mais déjà si il y a des enfants mineurs, il faut passer devant le juge de paix pour qu'il donne l'accord pour l'acceptation ou la rénonciation. Si c'est acceptation, il faut faire un inventaire et donc le notaire doit intervenir. Grosso modo, voilà. Ah, ouais. Après, t'as aussi tout le volet vraiment, on va dire, familial. Au-delà des successions, à la suite des successions, t'as par exemple 3 frères et sœurs, ils se disputent pour l'héritage de leur maman ou de leur papa. Ça va devant le juge et le juge renvoie chez un notaire pour mettre fin à ce qu'on appelle l'indivision. Donc l'indivision, c'est quand des personnes elles sont propriétaires ensemble d'un bien ou ici par exemple d'un patrimoine, et donc ils sont tous liés par ce patrimoine, et donc on va les faire sortir de cette indivision, donc on va répartir le patrimoine pour chacun, et comme ça il y a plus de unicité, chacun on divise en le nombre de personnes, quoi. Okay. Grosso modo c'est ça. Okay. Puis t'as aussi pour les divorces, donc si par exemple divorce à l'amiable, ça peut se faire chez un notaire, ou je pense aussi chez un avocat, je suis pas certaine. Mais aussi dans les divorces, justement aussi quand ils veulent divorcer, mais ils sont pas d'accord pour la maison, qui reprend quoi, etc. Là aussi, on appelle ça une liquidation de partage. Et donc on va chez le notaire pour partager du coup le patrimoine existant des époux. Okay. T'as aussi société. Si tu constitues ta société NSRL ou une société anonyme, tu dois passer chez le notaire. Okay. Donc ça, c'est des actes obligatoires qui devant chez le notaire. Oui. T'as certains baux, donc les baux commerciaux, c'est chez le notaire. Ah oui. T'as quoi pour les indépendants? Une déclaration pour protéger le logement familial. Qu'est-ce qu'on fait? Des donations.
Ouais, on fait un peu, ouais, globalement, Oui. c'est beaucoup patrimonial, immobilier, société. Donc, t'as Ok. tout le volet société, fusion, etc. Droit d'entreprise, quoi. Donc, ouais, c'est pas que l'immobilier, mais on fait essentiellement de l'immobilier. Ok. Juste une question qui me passe comme ça par l'esprit avant de revenir sur le métier même. Les droits de succession, ça c'est toujours un truc qui m'a fasciné. Parce que je me dis, je sais pas si c'est qu'en Belgique ou si c'est dans toute l'Europe pareil, mais ces droits sont quand même affolants. Enfin, je sais pas si j'utilise le mot juste. Mais la succession, c'est parfois c'est dramatique. Il y a des gens qui refusent la succession parce que ça leur coûte plus cher de d'accepter le droit de succession. Enfin, je sais pas si j'utilise les bons Ouais, termes. Ou alors des parents qui doivent donner avant parce qu'ils savent très bien que ben, après leur ouais. décès, ça va être impayable. Ouais. Je- Bah, alors deux choses. Moi, mon avis, c'est clairement les droits de succession, c'est du vol. Pour la bonne et très simple raison, parce que t'es payé. Enfin, toute notre vie, on est taxé doublement. Enfin, je veux Mhm. dire, voilà, t'achètes ton pain, tu l'achètes avec ton salaire. Ton salaire t'a déjà été imposé. Le pain, tu vas payer 6%. Donc voilà, on a toujours été doublement imposé. Mhm. On est tout le temps doublement imposé. Mais les droits de succession, c'est encore pire, c'est que ben, par exemple, tes parents, ils ont acheté une maison, donc ils ont payé les droits d'enregistrement à l'achat, ils payent le cadastre chaque année. À leur décès, ben, tu vas payer des droits dessus, alors qu'ils ont déjà tout payé. Enfin voilà, Et c'est des droits énormes. Enfin, effectivement, c'est je sais, comment je dis le pourcentage à payer, il est quand même très important, non? Je sais pas si c'est un euh, impôt, Alors comment ça, c'est mon c'est... deuxième point. Oui. C'est mon deuxième point. Donc c'est clairement, je pense que clairement les droits de succession de tous les impôts, c'est le plus, on va dire, aberrant. Après, de deux choses une, les gens qui sont en mode oui, je vais donner avant, euh, je euh, je dois refuser parce que c'est trop, etc. C'est des problèmes de risque. Concrètement, C'est quand tu as une vrai. maison, non mais vraiment, après problème de risque, je vais quand même nuancer parce que le souci, maintenant, c'est aussi, enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais les droits de succession, non seulement bah, par rapport au fait de doublement imposer et par rapport au fait que les tranches, donc t'es imposé par tranche. Donc, par exemple, de 0 à 100 000, c'est 3%. De Mhm. 101 000 à 200 000, c'est 5%, 7%. Donc, et ça va jusqu'à 30%. Ah Au-delà de ouais. 500 000, c'est 30%. Donc, Ouais. le souci, en fait, quand tu vois ça, tu dis, OK, oui, ça va, c'est plus ou moins ça. Le problème, c'est que, contrairement aux autres droits d'enregistrement, aux autres impôts, les droits de succession, en fait, ils n'ont jamais été révisés. Ça veut dire qu'il y a 50 ans ou 60 ans à l'époque, quand ça a commencé, ben, ça s'était tombé à 90 000. Et donc, du coup, quand t'étais toujours quasi sur la première ou la deuxième tranche, parce que t'étais, pas, j'invente, hein. Mhm. J'ai pas les taux en tête, mais, Mhm. de 0 à 50 000, tu payes 3%. De 50 à 100 000, tu payes, 9%. Bah, du coup, quand t'avais une maison, un bien immobilier à 90 000, plus, je sais pas, moi, 10 000 euros sur ton compte, un patrimoine, de 100 000 ou un peu moins, bah, au total, les droits de succession, tu payes 9%, enfin, 3 et 9% maximum, quoi. Oui. Sauf que maintenant, bah, il y a eu la 10 000 inflation, enfin, le coût a augmenté, ce qui fait que, bah, t'es très vite riche. C'est ça que je dis, je nuance de propos que oui, c'est pour les riches, c'est un problème de riches. Mhm. Oui et non, parce que, à l'heure actuelle, du coup, on est très vite riche. T'as une maison qui vaut 300 000, bah, 300 000, Tu es tout de t'es suite très dans la vite, tranche haute. Oui. tu peux être Donc, très vite dans les tranches au-dessus. Après, c'est vraiment au cas par cas, parce que voilà, si t'es marié, si t'as des enfants, il y a plein de réductions, il y a, enfin, plein, il y a, ouais, trois, quatre réductions, t'as, des sortes d'abattements, etc. Donc, globalement, une famille classique, un parent qui décède, il y a son époux survivant, ils ont deux enfants, euh, voilà, ils ont pas beaucoup d'argent, ou alors ils ont peut-être 100 ou 200 000 sur leur compte. Les enfants vont pas payer énormément. Ça reste énorme par principe parce que voilà, je trouve que c'est pas des droits qu'ils devraient payer, mhm. mais ils vont pas payer genre 20 000 quoi. Enfin voilà, ils vont pas payer 20 000 euros Hmm. de droits de succession, ils vont pas payer 10 000 euros. Ok. Mais dans le concept, c'est vrai que ça reste quand même beaucoup. Ok. Et donc voilà, du fait que bah c'est doublement taxé et donc enfin t'as toujours été taxé doublement toute ta vie et qu'en plus après à ton décès tes enfants vont quand même payer, donc ça je trouve que c'est aberrant. Et puis ensuite aussi parce que du coup comme ça jamais
été révisés, les taux, ben, on est très vite dans les tranches au-dessus, même s'il y a plein de réductions, d'abattements, etc., quoi. Mais ça reste que voilà, quand moi, tu sais, j'ai pas mal de clients qui m'appellent, oui, alors je veux donner à mon enfant parce que pour les droits de succession, et je dis oui, je demande, enfin voilà, je pose toujours un peu des questions en mode, ben voilà, est-ce que vous travaillez? Parce que les gens commencent à s'inquiéter à 50, 60 ans, et je dis l'enfant à quel âge? Oui, il vient d'avoir 18 ans, oui, il a 22 ans. Ben t'es là, c'est un peu comme l'avion. Je veux dire, quand t'es dans l'avion avec ton enfant, ben on dit d'abord tu mets toi ton masque d'oxygène et puis tu mets celui de ton enfant. Oui. Faut se protéger soi avant l'enfant, parce que si tu te protèges pas, tu pourras pas plus protéger ton enfant. Et donc, quand il y a des clients qui viennent chez moi avec, ils ont juste une maison comme dans leur patrimoine et un peu d'argent de côté, je leur dis, ben, déjà, si vous êtes super jeune, bah, attendez, quoi, votre enfant, il a le temps, laissez-le faire ses conneries, dilapider son propre argent, etc., galérer un petit peu. Et puis après, dans 10 ans, ou ouais, dans 5, 10 ans, on reverra la situation. Mais à l'heure actuelle, bah, au vu de votre patrimoine, votre enfant, voilà, il va pas être surendetté parce qu'il va accepter votre succession, quoi. Ok. Donc, a priori, voilà, les gens s'inquiètent beaucoup, mais il n'y a pas d'inquiétude. C'est sûr que des gens qui ont 3, 4 biens et qui sont, voilà, ils ont un seul gosse et ils ont plus de 400 000 sur leur compte. Oui, là, c'est intéressant de prévoir la succession, comment ça va se faire des donations petit à petit, etc. Mais je pense que à l'heure actuelle, le nombre de Belges qui doivent s'inquiéter par rapport à la succession pour leurs enfants, etc. À part si ils ont un seul enfant, parce que c'est vrai que, comme j'ai dit, bah, du coup, quand t'as qu'un seul enfant, mais que t'as une maison à Etterbeek, t'as peut-être que 100 000 euros sur ton compte, mais ta maison vaut déjà peut-être 600, 700 000, et t'as qu'une seule fille, ça peut être intéressant, évidemment, de faire des donations, parce que voilà, elle est toute seule, et que bah, le patrimoine, tout va lui revenir, et ça peut être très vite beaucoup. Okay. Donc, pour vraiment maximiser enfin voilà, minimiser le maximum de droits de succession, c'est intéressant. Donc c'est vraiment vraiment au cas par cas. Oui. Et voilà, je pense que faut pas non plus s'inquiéter, quoi. Ok, très bien. Non, mais ça reste aberrant, cela dit. Oui, ça j'ai compris. Mais n'empêche que, bon, tu vois, tu remets les points sur les i parce que j'avais un peu imaginé des choses extrêmes. Mais là, du coup, c'est très clair. Merci. Et donc, avant de revenir sur l'immobilier, parce que c'est vraiment ça qui m'intéresse, je voulais savoir, est-ce que les notaires interviennent dans d'autres investissements comme la bourse ou bien les cryptos? Je dis ça parce que j'ai vu un truc à la télé. Aucune idée. Non, ça dit honnêtement, rien. Aucune idée. Et je sais même pas, peut-être que je sais pas si c'est autorisé ou quoi. Ça dépend. Déjà, je m'y connais pas du tout en bourse ni crypto, donc je serais pas voilà, déjà de base, c'est des notions qui me sont assez vagues. Okay. Mais à titre privé, oui, peut-être. En tant que notaire, voilà, t'es une personne, tu dis que tu fais ce que tu veux de ton patrimoine. Mais en tant que notaire, normalement, ils le font pas. Et je me demande si c'est pas interdit, mais sans certitude, quoi. Je sais pas trop. Ok, super. Donc comme ça, à nouveau, c'est clair. Et donc, en revenant aussi du mobilier, là, j'ai plein de questions. Donc, la première, tout simplement, bon, c'est une question un peu personnelle. Est-ce que tu es toi-même investisseuse? Est-ce que tu investis en immobilier ou c'est pas quelque chose qui t'intéresse encore? Oui, comme beaucoup, je rêve d'être rentière. Rentière, carrément. C'est un peu ça l'idée, hein. Je pense qu'investir dans l'immobilier, c'est d'avoir plein d'immeubles qui sont tous loués et du coup, tu vis de la rente, tu vis des salaires, quoi. Grosso modo, enfin, moi, c'est ce que j'ai en tête. Après, peut-être que je me trompe, mais je me dis, les gens qui investissent dans l'immobilier, c'est d'avoir d'autres rentrées et qui, in fine, à plus ou moins terme, ces rentrées-là permettent de vivre, quoi. Et donc, de réduire les heures de travail. Ok. En tout cas, moi, ce serait ça mon idée si je dois vraiment investir dans l'immobilier. Parce que tu sais, pour beaucoup de gens, avoir sa résidence principale, c'est déjà avoir investi. Tu vois, c'est... Donc toi, tu es plus dans l'investissement à grande échelle. Toi, tu le vois comme ça. Ah oui, tu voyais comment, toi? Non, mais pour pas mal de personnes, déjà avoir sa résidence principale, c'est déjà être investisseur. Dans ce sens-là, on a déjà mis ses sous dedans. Ouais. Ouais. Voilà. Ok. C'est vrai que... Oui, non, dis-moi. Ouais, c'est... Oui, pardon. Mais oui, bien sûr.
Oui, je pense que de toute façon, ça reste une sécurité d'acheter. Voilà. Après, c'est vrai que moi, je connais des personnes qui sont en mode par rapport à la religion ou par rapport à leurs convictions, acheter. Voilà, ils veulent pas de crédit, etc. Après, moi, ce que je dis toujours, ça reste une sécurité qu'il n'y a pas dans la location. La location, on le voit maintenant avec l'indexation, tu payes toujours de plus en plus cher. Tu vas payer quoi, 900 les loyers, c'est quasi impayable, surtout à Bruxelles. Tu payes 1 000 euros à ton propriétaire. 1 000 euros, c'est quasi. Bon, maintenant, les taux à la banque ont augmenté, mais à l'époque, c'était 700, 800 euros de mensualité par mois pour ton crédit pendant 20, 25 ans ou peut-être 30 ans. Mais je veux dire, voilà, tu payes déjà moins en achetant qu'en louant. Et puis, t'as pas cette sécurité parce que les 800 euros, tu vas les payer pendant 20 ans, 30 ans. 1 000 euros, tu commences à 1 000 euros, mais tu peux te retrouver facilement dans 5 ans à 1 500. Ouais. Et donc, voilà, moi, après, c'est mon point de vue. Hein. Mais donc, je pense que oui, comme tu dis, c'est toujours bien d'avoir son propre bien. Et puis aussi de pas... tu sais où va ton argent, tu dis, voilà, mon argent, dans 20 ans, 30 ans, ce bien m'appartiendra et je pourrais le revendre et voilà. Et pas louer et te dire que ça aussi, cette insécurité, le propriétaire, il revend le bien, le nouveau propriétaire, il veut habiter le bien et donc il donne un préavis de 6 mois et donc toi, tu dois trouver autre chose. Mais quand t'as loué il y a 20 ans un loyer super bas et que tu ressors 20 ans après en 2023 avec des loyers qui sont mirobolants, t'es là en mode je vais jamais trouver parce que moi maintenant je suis à peut-être 700 euros de loyer et maintenant les loyers actuels sont au minimum 900, 800. Enfin, après ça dépend de la situation, mais si tu te retrouves avec des gosses, etc., c'est compliqué. Donc clairement, moi je pense que c'est clairement bien d'investir. Moi récemment j'ai acheté avec ma sœur, donc une maison de rapport. Et après voilà, moi c'est parce que voilà je voulais acheter et je trouve que oui, c'est plus de sécurité, quoi. C'est plus safe. Ok, super. Est-ce que tu peux nous dire exactement comment intervient un notaire? Donc, quelles sont les différentes étapes pour l'achat de l'immobilier et comment est-ce que le notaire intervient dans tout ça? Est-ce que le notaire, c'est la personne sur qui on peut compter ou, ou est-ce que c'est une personne dont on doit... tu me diras non, évidemment. Mais moi, pendant longtemps, les notaires me faisaient un peu peur. Je dois t'avouer. Oui. Bon, alors déjà, quand t'achètes, t'es rarement en contact avec le notaire. Tu seras en contact avec un clerc de notaire. Donc, ton contact, c'est un peu le gestionnaire de ton dossier. Donc, le gestionnaire de ton dossier, c'est pas le notaire en général, c'est des collaborateurs. Et donc, les collaborateurs, t'es en contact avec eux du début jusqu'à la fin et le notaire, tu le vois juste à la signature de l'acte. Oui. Il fait semblant de connaître, il fait semblant de connaître ton dossier, il a lu juste 5 minutes avant. Parfois, il a pas eu le temps de le lire et il le parcourt en même temps, tu vois. Donc, d'ailleurs, il te pose des questions pour un petit peu, savoir de quoi on parle. Oui, grosso modo, c'est ça. Des scènes quand tu dis ça. Ouais, non, vraiment, mais tu le vois, hein, franchement, si t'achètes, quand tu repenses à ça, tu sais que t'as ça en tête, tu sais direct capter que le notaire, en fait, il connaît pas ton dossier, il sait pas qui tu es, il sait pas ce que t'achètes, littéralement, tu vois. Donc, c'est en lisant, en fait, il lit lui-même, il te fait la lecture de l'acte, mais lui-même, il le lit pour lui-même, tu vois. Donc, il découvre en même temps que toi. Donc, c'est vraiment ça, quoi. Et donc, c'est le gestionnaire qui s'occupe de ton dossier. Alors, t'as le côté, je vais mettre du côté où t'achètes, quoi. Donc, tu contactes, tu me contactes parce que t'achètes. Donc, ça, tu me contactes directement, tu m'envoies un mail en me disant, oui, j'ai fait une offre qui a été acceptée, donc tu m'envoies l'offre, tu m'envoies la carte d'identité, et moi, je prends en contact avec le notaire du vendeur. Ok. C'est le notaire du vendeur qui s'occupe d'abord du compromis. Le compromis, c'est, alors, préambule. La vente a lieu, dans le code civil, une vente, c'est quoi? C'est un accord sur une chose et sur le prix. Donc c'est un accord entre 2 personnes minimum, donc il faut 2 personnes et qui se mettent d'accord sur quoi? Sur ce qu'ils vont sur un objet, quelque chose et sur ce prix. Okay. Et donc quand tu connais cette définition, la vente normalement elle a lieu au moment de l'offre. À partir du moment où tu signes une offre, t'es lié par ton engagement, t'es lié par la vente. Et l'idée en fait du notaire, son rôle en fait, c'est de sécuriser. Un notaire, c'est vraiment
il sécurise ton achat et il donne une certaine valeur juridique à ton achat. C'est ça qu'on appelle acte authentique. C'est pour authentifier et en disant moi notaire j'ai authentifié que un tel a acheté tel bien et un tel a vendu tel bien à telle personne. Mais globalement la vente elle se fait une fois qu'on est d'accord sur le prix, sur la chose et qu'il y a deux personnes. Donc et il y a même des ventes qui se font sans l'intervention du notaire. On voit ça beaucoup en Wallonie pour des terrains de ferme, etc. Ils se mettent d'accord ensemble et voilà. Maintenant, c'est assez rare à Bruxelles, quasi, j'ai jamais entendu, mais grosso modo c'est ça. Et donc du coup ta vente elle a déjà eu lieu. Excuse-moi, je t'interromps parce que là tu m'apprends un truc hallucinant. Il y a des gens qui peuvent vendre et acheter l'un à l'autre sans passer devant le notaire. Et l'acte authentique, comment ils l'obtiennent? Bah, il y a pas d'acte authentique vu qu'il y a pas de notaire. Donc, c'est juste un contrat. Ils se finissent un contrat à deux. Après, je t'avoue que moi, j'ai jamais fait parce que j'ai jamais eu de dossier là-dessus. Mais je sais que récemment, une dame m'a contacté en disant, bah voilà, on a un terrain familial et notre voisin, il a intéressé ou je sais pas trop qui ou le fermier d'à côté a intéressé pour acheter, mais il veut pas payer les droits d'enregistrement, etc. Non, ils voulaient pas payer les honoraires du notaire et donc ils disaient qu'est-ce qu'ils peuvent le faire de gré à gré et sans passer chez le notaire. Bah moi j'ai demandé au notaire, j'étais là parce que pour moi j'étais là non, pas possible. Enfin, oui, si ça se fait en Wallonie et grosso modo ce qu'ils font c'est que ils font un acte, donc ils font un papier, un contrat, tous les deux ils signent. Monsieur untel, madame untel a vendu untel à qui, qu'est-ce qu'ils ont vendu et ils signent tous les deux et ils vont à l'enregistrement pour enregistrer cet acte. Et donc ça fait c'est l'acte qui n'est pas authentique mais c'est un acte d'achat et de vente c'est le titre quoi. Après ça se fait essentiellement sur les terrains quoi. Ça se fait pas sur les maisons quoi. J'ai jamais encore entendu sur des immeubles j'ai jamais encore entendu mais en tout cas ouais ça se fait en Wallonie. Enfin les Wallons ils sont un peu chill quoi. Ils sont chill. Mais oui ils sont chill. Mais du coup oui voilà et donc t'as ton offre, le compromis. Donc le compromis c'est le notaire du vendeur qui le rédige et donc pour le rédiger il a besoin de plein de documents. Donc on va vérifier que le bien que tu vends est aux normes, que t'achètes est aux normes, qu'il n'y ait pas de souci au niveau du PEB parce que il y a plein de documents qui sont de plus en plus obligatoires. Donc tout ce qui est PEB, PV électrique, attestation du sol, renseignements urbanistiques, donc les renseignements que la commune donne pour savoir s'il n'y a pas d'infraction. Si le bien, si je sais pas moi t'achètes un commerce, que en fait la commune pour elle c'est pas un logement. Oui. Ouais. Donc des trucs comme ça. Donc on vérifie un peu tout ça. Et puis le notaire du vendeur rédige tout le compromis. Il nous l'envoie, on vérifie, on discute, blablabla, on fait des modifications. Et puis on se voit pour signer le compromis. Et souvent il y a une clause suspensive. Donc la clause suspensive, c'est une clause qui va suspendre en fait les délais du compromis pendant souvent 4 semaines parce que l'acquéreur doit faire un crédit et donc on suspend le temps qu'il ait son crédit. S'il n'a pas son crédit, la vente est annulée. S'il a son crédit, on poursuit. Ok. Et donc voilà, une fois que l'acquéreur a son crédit, il me recontacte en disant voilà j'ai le crédit. Souvent la banque aussi m'a contacté entre-temps, m'a envoyé les documents pour rédiger l'acte. Et donc là moi je fais ma part, donc des recherches. Donc je fais un certificat hypothécaire. Donc le certificat hypothécaire c'est pour vérifier qu'il n'y a pas d'hypothèque sur le bien. Une hypothèque c'est quoi? C'est une sécurité que la banque prend elle te prête 200 000 mais elle se dit voilà pour être sûr que tu me les rendes moi je vais prendre une hypothèque donc je vais inscrire le montant de 200 000 sur ton bien. Si tu arrêtes de me payer je vais demander la saisie de ton bien et avec le prix de vente je récupère mon argent. Okay. Et donc ça c'est de manière très simple c'est ça l'hypothèque. Et donc nous on va vérifier qu'il n'y a pas d'hypothèque. Bon souvent il y a des hypothèques parce que l'inscription dure 30 ans. Il n'y a que la banque qui peut faire une hypothèque. Non, du tout. Tu peux même faire des hypothèques conventionnelles. Dans le cadre d'un achat, souvent, ce sera la banque. Oui. Mais ça peut arriver. On a déjà eu le cas, c'était grosso modo, à la suite d'un divorce, monsieur garde la maison et il doit payer ce qu'on appelle une soulte. Donc, il doit payer la part de madame. Donc, madame lui laisse
sa part, Oui. donc le bien vaut 200 000, il est censé lui rembourser, il est censé lui payer 100 000. Ok. Mais les 100 000, il l'a pas. Et donc, ce qu'il fait, il se dit, bah, je te paye 50 000 maintenant, et les 50 000, bah, je te les paye plus tard, ou voilà, il s'arrange d'une manière ou d'une autre. Mais, bah, ce qu'il fait, c'est qu'on va prendre une hypothèque, on va inscrire sur le bien les 50 000 au profit de madame. Et comme ça, quand le bien sera vendu, bah, madame, on devra questionner madame, en disant, madame, bah, voilà, il y a une inscription, à votre profit sur le bien. Est-ce que vous nous accordez votre main levée? La main levée, c'est quoi? Bah, c'est pour enlever la main. C'est vraiment, imagine une grosse main verte sur le bien et on demande à madame d'enlever ça. Et alors elle dit oui ou elle dit non. Enfin, voilà. En général, les banques disent oui. Moyennant remboursement, bah, du coup, de leur dette, quoi. Et donc, l'inscription se fait au service des hypothèques qui est quoi? Qui est un service d'administration? C'est ça. C'est ça, voilà. Donc, une fois que l'acte est signé, donc l'acte devant chez le notaire est signé, bah, t'as tout le post-acte, donc tout ce qui est administratif. On envoie l'enregistrement, on envoie au bureau bah, de l'admin pour enregistrer. Et donc, c'est là où on paye les droits d'enregistrement. Et on envoie à l'admin des hypothèques pour reprendre l'inscription. Et donc, il y a tout ça qui se fait, quoi. Et donc, voilà. Ça, c'est la première chose que, en tant que notaire acquéreur, tu fais pour préparer l'acte final. Une autre chose, c'est que tu fais les notifications fiscales et sociales. Et ça, c'est très important parce que les gens ne le savent pas. Quand tu achètes et quand tu vends, tu as intérêt à ne pas avoir de dette à l'égard de l'État. Pourquoi? Parce que nous, on a l'obligation de contacter les administrations et leur dire « Ah ben voilà, madame vend son bien. Est-ce que elle a des dettes? Donc concrètement, c'est quoi comme dette? Tu payes pas tes impôts, tu payes pas, t'as une amende routière, tu la payes pas, t'as une voiture, tu payes pas le truc, la taxe de circulation, etc. Donc tout ça, c'est des petits trucs, hein, des amendes de 50 euros, etc. Des amendes communales, tous ces petits trucs, bah, les amendes, toutes tes dettes fiscales et sociales, parce que t'es indépendant, tes cotisations sociales, tu les payes pas, bah, ça va retomber, ça va ressortir. Donc, tout ça, moi, je dis toujours aux gens, bah, j'espère que vous n'avez pas de dette parce que ça va ressortir. Non seulement ça va ressortir, mais nous, on a l'obligation de les payer. Et donc, souvent, ça arrive, bah, moi, ça ressort, et donc, je t'envoie un mail à la madame ou monsieur, je dis oui, monsieur, vous avez des dettes, bah, est-ce que vous pouvez m'apporter la preuve que ça a été payé? Si pas, bah, ce sera déduit, ce sera rajouté. Si c'est du côté acquéreur, ce sera rajouté sur votre décompte, quoi. Et alors, ils me disent oui, je sais, mais j'ai trouvé un plan de paiement avec l'administration. Et je suis là, oui, je suis désolée, mais nous, les plans de paiement, on doit pas en tenir compte. Nous, on doit rembourser directement. Donc, si tu dois 10 000 euros à l'État et que à l'État l'accord pour payer 200 euros par mois pendant 20 ans, bah, une fois que tu vends ou que tu achètes, bah, ils exigent que la dette, tu la payes tout de suite. Et donc, ça, c'est... quand t'es vendeur, en général, c'est pas trop grave parce que c'est déduit de ton prix et donc tu reçois juste un peu moins. Ou alors, bah, moi, récemment, bah, il y a quelques jours, j'avais un acte où bah, le monsieur, il vendait avec son papa, donc il avait pas complètement la moitié du prix parce que c'était sa maman qui était décédée, donc il avait juste une partie du prix de l'appartement qu'il vendait. Et il avait des dettes plus gros, enfin qui étaient au-delà de ce qu'il devait recevoir. Et donc on a dû payer ses dettes avec la part de son papa, donc faire une reconnaissance des dettes, etc. Mais donc du côté vendeur, le pire truc qui puisse arriver, c'est que le prix de vente ne suffise pas à payer les dettes, quoi. Mais du côté acquéreur, c'est chiant parce que du coup, imagine, t'achètes ton bien à 200 000, t'as en tout et pour tout avec ton crédit, ça fait, je sais pas moi, 225 000. T'as déjà payé 10 000 euros d'acompte. Il te reste, la banque versera 200 000 à la signature de l'acte. Il reste 15 000 euros. Donc toi, t'as compté, je dois rajouter 15 000 euros que je vais payer à la signature de l'acte. Et avec tes dettes, t'as 10 000 euros de dettes qui ressortent. Bah, les 10 000 euros, elles vont rajouter et donc t'auras pas 10 000 euros, 15 000 euros à payer. Tu devras payer 25 000 euros. Donc, c'est ça, en fait. Donc, pour l'acheteur, c'est que ça rajoute au solde que tu es censé payer à la signature de l'acte. Ah, waouh! Alors là... Donc, ouais, c'est pas cool. Ouais. Alors, ça, c'est pas cool. Ça, c'est de l'info. Enfin, j'ai pas de dette, hein, mais c'est... Oui, mais c'est ça. En général, idéalement, on n'a pas de dette. C'est de l'info. Mais ça pas... Après, je t'avoue que moi, en général, au niveau des acquéreurs, c'est jamais des grosses dettes. Ou alors c'est des dettes qui savent payer, et voilà.
C'est des petits Ouais, parce trucs. que je me dis, si tu te lances dans un processus d'achat, enfin, quand même, c'est que, Oui, tu normalement, vois? t'as quand même les finances et que t'es Oh, assez stable, quoi. Tu payes ouais, tes dettes. c'est Parce que bon, ça, c'est que tu si te déjà t'as du dis, mal à payer tes dettes, ouais, tout va bien c'est dans ma chaud. vie, je peux passer à l'étape supérieure, je peux acheter, c'est pas Oui, j'ai plein oui, de c'est dettes, je ça. vais l'acheter. Globalement, c'est ça. Après, Mais, ouais, donc voilà. mais oui, mais c'est vrai qu'une Ça, c'est vieille un point très taxe, important. un vieux truc qu'on a laissé traîner des années, on s'en souvient même plus, Oui, ça peut ben, tu sais, il y a arriver. des trucs qui ressortent, hein. Oui, 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 Ouais, nous, il y a j'imagine. des dossiers où les gens, ils sont en mode, on reçoit des précomptes immobiliers qui datent de, je sais pas moi, 2016, quoi. C'est la même. Et Ouah. parce que aussi, faut savoir que l'administration, en dessous d'un certain montant, elle va pas te prévenir. Enfin, Mhm. elle va pas faire de rappel parce que ça coûte rien. Donc moi, je me suis retrouvé parfois avec des dettes où il reste 7 euros à payer et l'admin va pas envoyer de notification Mhm. au vendeur en disant monsieur vous avez 7 euros parce que ils disent bah, en fait le courrier me coûte 7 euros quoi. Ok. Donc ils vont attendre que il y aura une transaction ou par exemple en cas de décès ça ressort aussi quand tu es un héritier et que tu hérites on doit aussi faire les notifications et donc voilà donc ils attendent parfois que il y a un mouvement en fait il y a un transfert c'est vraiment ça en fait nous on contacte les administrations quand il y a un transfert de propriété. Mm, Donc dès qu'il y a de l'argent en fait qui va circuler mm. dans l'étude, bah du Ils coup se on servent doit les contacter parce qu'on va au se dire passage. voilà c'est ça. On doit faire une saisie arrêt en disant bah voilà il y aura de l'argent qui va revenir à un tel monsieur est-ce que ce monsieur est clean si pas bah on doit Oh payer les là dettes. là, excellent, excellent, excellent. Mais alors, donc là, tu t'es mis du côté de l'acquéreur. Et si tu te mets du côté du vendeur, ça se passe comment? Qu'est-ce que tu lui apportes? Bah du côté du vendeur bah je lui apporte bah je rédige son compromis Mhm. ou alors c'est parfois c'est l'agence immobilière qui le rédige. Oui, ça j'ai souvent vu, Je c'était lui les demande les infos. agences. Comment? J'ai souvent vu ça, les agences, enfin, pour la première partie, on va à l'agence et on signe Ouais. le compromis là. Donc, je me suis un Oui, peu c'est le ça. Et donc, processus. les agences rédigent et juste, ils nous l'envoient pour vérification qu'ils ont rien oublié, etc. Mhm. Et donc, du côté de vendeur, en général, quand il y a une agence et que l'agence fait très bien son boulot, j'ai rarement des contacts avec le vendeur. Moi, je lui envoie juste un mail en disant, voilà, j'ai reçu via l'agence que vous vendez votre bien. Félicitations. C'est avec plaisir que je m'occuperai de votre dossier. Je lui informe, grosso modo, comment ça va se procéder en disant, bah voilà, euh, l'agence va rédiger le compromis ou alors l'agence m'a transmis le compromis. Je vous le transfère aussi pour que vous puissiez vérifier que tout est OK si vous avez des questions. Je pose aussi des questions au niveau est-ce que le bien est libre? Est-ce que le bien est occupé? Est-ce qu'il y a un loyer? Enfin, il y a un locataire, sinon je dois demander le bail, etc. Donc vraiment vérifier que tout est OK. Mhm. S'il y a des infractions, je lui explique comment ça se passe. Enfin, voilà. Au niveau de vendeur, en général, j'ai pas moi ce que je dois prendre enfin c'est juste plutôt lui demander lui soutirer les réponses entre guillemets et les documents et les informations par rapport à son bien quoi Ok. c'est surtout ça Ok. qu'on fait du côté vendeur quoi. Oui, moi ce que j'ai déjà vu aussi, et ça avec le recul ça me choque, mais bon à l'époque j'étais jeune, voilà, je suivais un peu, et ben pour mon premier achat, on n'avait qu'un notaire. Moi l'acquéreur, oui, je sais pas comment on dit au féminin, et le vendeur, on avait le même notaire. C'est en fait l'agence qui m'avait trouvé, enfin qui avait tout fait, hein. C'est des choses qui se font encore maintenant. Moi je parle de 2011, ouais. Je sais pas si c'est... Oui alors et ça aussi c'est bien enfin c'est bien de mettre aussi les choses au clair. Un notaire c'est pas un avocat. Moi Mhm. mes clients je vais les défendre, mais au niveau légal. Donc, je les assure que ce qu'ils achètent ou ce qu'ils vendent soit légal. Ok. Et c'est très important. La responsabilité du notaire, elle court pour les deux notaires, que je sois euh, notaire acquéreur ou notaire vendeur. Ça veut dire que si je suis notaire vendeur, par exemple, et que Mhm. mon client vend un bien et qu'il y a une infraction, je le sais. Donc, je lui dis, ah, j'ai vu que le bien est en infraction. Je peux pas cacher l'infraction ou camoufler l'infraction parce que c'est mon client. J'ai Ok. l'obligation, en termes de responsabilité, de prévenir le notaire de l'acquéreur. Si je ne le fais pas, ma responsabilité est en jeu. Et donc, j'ai pas, je suis, en fait, on est censé être impartial. Et c'est vrai que même encore D'accord. maintenant, parfois les notaires, enfin, les clercs de notaire et les notaires aussi, parfois ils oublient qu'ils sont censés être impartials
et viser la justice et le côté légaliste. Et l'idée, c'est, voilà, c'est pas de prévaloir mon client ou quelque chose que ça. Après, c'est vrai que, par exemple, si mon acquéreur, bah, c'est son premier achat, il est stressé, etc., il me dit, bah, écoutez, moi, j'aimerais vraiment traîner, entre guillemets, 2, 3 semaines, la signature du compromis parce que la banque prend plus de temps, etc. Ben là, oui, je vais essayer de faire traîner les choses parce que je me dis, bon, c'est pas illégal et il y a rien de mal et c'est une faveur, entre guillemets, que je fais au client, mais qui n'est pas non plus en défaveur par rapport au vendeur. Enfin, ça va pas poser, ça va pas, oui, poser problème ou mettre en porte-à-faux le vendeur ou voilà, c'est des trucs bidons ou alors négocier pour je sais pas moi, pour le vendeur qui puisse rester plus longtemps dans le bien après la signature sans devoir payer une grosse indemnité ou voire pas du tout d'indemnité. Enfin, tu sais, c'est des petits trucs comme ça. Ok, on le fait, mais tout ce qui est juridique, etc., on est censé être impartial. Et c'est vrai que les notaires, parfois, on l'oublie. Et donc, avoir un notaire qui, pour les deux parties, moi j'ai déjà eu souvent ça dans des dossiers, il y a aucun problème. L'information que je donne à l'acquéreur, bah, quand ça le concerne, je lui donne juste à lui. Quand ça concerne que le vendeur, je donne aussi juste au vendeur. Mais globalement, il y a pas de secret. Enfin, je veux dire, s'il y a une infraction, de toute façon, même s'il y avait un autre notaire, je l'aurais dit aussi. Donc, c'est, il y a pas, il y a rien de mal à avoir un seul notaire. Et parfois, je trouve que même parfois c'est mieux parce que ça va plus vite. Okay. Parce que c'est vrai qu'avoir deux notaires, bah, en fait, c'est juste des intermédiaires. Imagine, tu dois parler à ta voisine, mais pour parler à ta voisine, tu dois parler à l'autre voisine qui est à gauche. Et donc tu dis l'information à celle qui est à gauche, elle va dire à celle qui est à droite, et puis ça revient chez celle qui est à gauche, et puis ça revient chez toi. Enfin, parfois ça prend du temps parce que les collaborateurs les deux doivent prendre des vacances. Oui, c'est ça. Il faut attendre que les deux notaires soient dispo. Oui, et puis même en termes d'infos, parfois c'est donc moi j'ai l'information, je vais la transmettre au collaborateur, le collaborateur, le temps qu'il me réponde, qu'il transmette à son client. Enfin, même parfois moi je dis au client, contactez l'agence, demandez à l'agence le numéro du vendeur ou de l'acquéreur, communiquez ça entre vous, parce que je leur dis, ça aide pas toujours d'avoir des intermédiaires, parfois pour des petits trucs, et c'est plus facile. Ouais. Donc mais c'est vrai que les gens, ils sont toujours en mode oui, mais on peut pas avoir le même notaire. Si tu peux avoir le même notaire, ça change rien du tout. Ouais, normalement, à l'époque, j'avais eu l'impression changer. Ouais, j'avais eu l'impression que j'avais pas été que ça m'avait pas été favorable, mais je pense que surtout je connaissais pas bien le sujet, je connaissais pas mes droits et que j'ai pas peut-être posé les bonnes questions, j'en sais rien, mais oui, c'est vrai que mais après voilà, c'est clairement possible, hein. C'est possible que, comme je te dis, les notaires soient un peu parfois ils prennent un parti pris consciemment ou inconsciemment, hein, ça dépend. Peut-être parce que voilà, lui de base il est notaire du vendeur et il a toujours travaillé avec le vendeur et puis du coup c'est l'agence qui a ramené l'acquéreur et donc il connaît pas trop l'acquéreur et donc il va être plus distant ou enfin ça peut arriver, hein, mais normalement ça devrait pas arriver. Ça devrait pas. Eh ben justement, en parlant de choses qui ne devraient pas arriver, j'espère que je vais pas rentrer dans les sujets trop touchy, mais autour de moi, j'ai quand même quelques personnes qui ont des soucis, qui ont eu des soucis avec leur achat. Je donne 2 exemples. Donc, j'ai mon comptable qui a une cliente qui a acheté un bien. Bon, on va reparler de la Wallonie, que les Wallons ne se sentent pas vexés, parce que je suis sûr que ça aurait pu arriver n'importe où d'autre. Mais si tu veux, c'est donc une maison de rapport. Sauf que le jardin, il n'est pas sur le même terrain. Tu vois le genre de bien. Le jardin ou enfin le garage, il est de l'autre côté d'un terrain qu'elle doit traverser. Et Ah ouais, ok. Oui, voilà. Et ça n'a pas été clair. Bon, après, ce sont des versions. Ça, c'est la version qu'on m'a racontée. En tout cas, la dame se retrouve avec un terrain qu'elle pense être le sien, qui en fait n'est pas le sien, parce que son vrai terrain, il est de l'autre côté. Enfin, elle a pas eu l'info. Et donc maintenant, c'est toute une histoire de procès, blablabla. La deuxième personne, c'est une dame, et maintenant je pense qu'elle a sa 17e année de procès. Ouais, ça c'est une histoire vraiment horrible. Donc en gros elle a une maison, elle vit dedans depuis qu'elle l'a achetée avec son mari, elle a 2 enfants,
Et puis un jour, le voisin débarque chez elle, dont le mari est décédé, et le voisin débarque en disant, ah oui, en fait, cette partie de la maison est à moi. Et il lui montre un Mhm. acte authentique avec la partie de la maison qui est à elle. Elle a elle-même un autre acte qui prouve que la maison est à elle. Et en gros, le notaire qui a procédé à la vente à l'époque, aurait fait une espèce de faux, je sais pas trop comment dire ça sans, hein, Ouais, sans dire quelque chose de faux, mais en gros, il y a deux actes. ouais, Donc, il y a le voisin qui a sur son acte que son c'est pas terrain va cool. de là à là. Ouais, Et donc, ça englobe toute une partie du terrain de madame. Et madame a un acte, alors qui est pas le bon, mais du coup, il y a un notaire qui a signé un acte qui est pas bon. Et donc, ouais. ouais, franchement, Bah, ouais, ça, globalement, c'est vrai que ça, c'est vraiment bah, la responsabilité du notaire dans les deux cas, hein. C'est la responsabilité du notaire. Et bon, dans le deuxième, c'est un peu plus triste parce que c'est plus compliqué. mm, Et puis, ouais, il y a plein d'aspects juridiques, donc tout ce qui est acquisition trentenaire, enfin voilà, je vais pas rentrer trop dans des mots trop techniques, oui. mais globalement, dans les deux cas, ici, il y a clairement la responsabilité du notaire. Le premier cas, bah, le notaire doit vérifier ce qu'on vend et ce qu'on achète. Et Mhm, donc, on a ce qu'on appelle le cadastre, donc tu as des identifiants parcellaires qui disent, bah voilà, ce terrain est à un tel. On doit vérifier que le terrain qui est vendu, qui est propriétaire. Donc, on a des plateformes pour ça, pour vérifier qui est propriétaire. Euh, depuis combien de temps, s'il y a des héritiers, etc. Vérifier le titre de propriété. Et mhm, donc, voilà, bah, concrètement, quand moi je suis côté vendeur, bah, je demande le titre de propriété, je vérifie bah, le titre, c'est le nom de qui sur, dans le titre, quand est-ce qu'il a acheté, etc. Enfin, tout ça, c'est des choses que tu es censé vérifier au niveau aussi administratif. Bah, le bien, il est situé où exactement. Bah, vérifier sur Google, parfois aussi, si juste tu tapes Google Maps, je tape sur un bien, je vois le bien, mais je vois que pour accéder à la maison, bah, il faut passer par un petit chemin qui a l'air d'être sur le terrain de la voisine. Bah, la première question que je pose, je dis, bah, ici, je demande juste tout bêtement au vendeur, bah, en fait, comment vous accédez à la maison, comment vous arrivez, enfin, comment vous mhm. rentrez par la Comment, maison. ouais, c'est Et ça. alors là, il m'explique, ah bah oui, c'est le chemin. Et donc, comme ça, c'est poser des questions. Je dis, ah bah du coup, il y a une servitude. Et alors, je vérifie, est-ce que cette servitude, est-ce qu'elle est légale ou est-ce que c'est juste une convention qui a été faite entre les deux parties. Enfin, donc, c'est vraiment creuser Oui. les choses parce que Mais quand ça, c'est c'est la le travail du responsabilité du notaire. notaire. Non, ça, c'est Ah le oui, travail. oui, et si ça merde, ça va devant le juge et le juge condamne le notaire à 9 fois sur 10, le notaire est condamné. Hein. Mais il va être Donc, condamné à et c'est pour quoi? ça qu'il Parce avait que fait des de toute assurances. façon, l'acquéreur, enfin, je dis pour lui, c'est mort, c'est perdu. Parce que, enfin, l'acquéreur. Bah, indemnité, Oui, indemnité. indemnité, il Ok. paye des indemnités. Mhm. Donc, il y a une assurance qui paye très cher les notaires. Et donc, c'est pour ça, c'est parce que voilà, c'est pour bah, assurer bah, quand il y a des dommages, bah, il faut payer. Et donc, ça sert à ça, quoi. Ok. Et dans le deuxième cas, c'est pareil. Là, il y a clairement eu une faute du notaire. Et donc là même, en fonction de ce qu'on arrive à prouver, la responsabilité personnelle du notaire peut être engagée parce qu'il a clairement il a merdé quoi. Et c'est vrai qu'à l'époque aussi de plus en plus, maintenant ça arrive un peu moins, mais c'est vrai que les plus vieux notaires, ils faisaient beaucoup n'importe quoi. Ils étaient un peu voilà, c'était les notaires du village, tout le monde te connaît, tu vas être Mhm. gentil, t'octroies des faveurs et des trucs comme ça. Donc, dans les vieux notaires, enfin, voilà, moi, mon notaire, il est encore jeune notaire, mais il a des dossiers de l'ancien notaire. Ouais, c'est ce genre de merde, quoi. C'est ce genre Ok. des trucs qui datent depuis 10 15 ans. Les Il y a trois arrangements. successions blancs. Ouais, ouais, non, et du coup, c'est parce que il y a eu beaucoup de laisser-aller. Et donc, ouais, malheureusement, ça arrive encore. Et ben, la responsabilité du notaire est en jeu, quoi. Ok. Ok, bon, comme ça c'est une partie qui est aussi clarifiée. Alors, j'avais encore deux petites questions. Alors, le 12,5% de droit d'enregistrement. J'ai eu l'information très douloureuse qui est que dans certains pays, c'est beaucoup moins. Et je pense que dans certains pays, ça va même jusqu'à 1%.
Et je me suis dit, mais pourquoi? Ah, c'est possible. Mais c'est quoi ce truc? Pourquoi nous on doit payer autant? Qui a fixé ce taux? Et C'est des impôts ouais. régionaux, du coup. 12,5, c'est à Bruxelles et en Wallonie. 3%, c'est en Flandre. Ouais. Si t'es pas encore propriétaire, 3% en Flandre, bah, tu vois tout de suite que les Flamands ont de l'argent, hein, parce que bon, 3%. qu'ils arrivent à récupérer. Ouais, donc si t'es pas encore propriétaire et que Ah t'achètes un oui. bien en Flandre, Ouais. tu payes 3%. Si t'es en Wallonie, c'est 12,5. Et à Bruxelles, c'est aussi 12,5. Et puis ils ont mis le système d'abattement. À Bruxelles, bah, depuis le 1er avril, ça a été augmenté. À l'époque, bah, jusqu'au 1er avril, c'était 175 000 euros. Mhm. Et donc, ça veut dire que les 175 premiers 1000 euros, tu payes pas de droits d'enregistrement. Ok. Et au-dessus, bah, tu payes 12,5. Donc, si tu achètes un bien à 200 000, tu payeras, bah, 12,5 sur 25 000 et pas sur 200 000. Maintenant, c'est passé à 200 000. Et donc, du coup, bah, si tu achètes un bien à 250 000 ou même à 200 000, bah, tu payes le taux fixe qui est de 50 euros. Ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est pour un primo acquéreur. Ouais, c'est vraiment pas mal à Bruxelles. C'est pas pour les investisseurs ça. Non, c'est pas pour les investisseurs. Investisseurs, on reste à Ok, 12,5. génial. T'as pas d'abattement. À côté de ça, il y a des conditions. Il faut rester 5 ans sur le territoire, blablabla. Bla, 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 donc. Maintenant, ça aussi, ils ont modifié. Donc, Ah ouais? tu dois être domicilié dans les 3 ans. Oui. Enfin, ils ont modifié. Tu dois être domicilié toujours dans les 3 ans. Donc, tu as 3 ans pour te domicilier. Et tu dois rester 5 ans. Si tu restes pas 5 ans, tu vas rembourser le prorata des nombres d'années que t'es pas resté. Donc, si tu achètes et que tu restes 2 ans, bah, tu vas rembourser 3 ans sur je sais pas moi, je crois que c'est du coup, je sais pas, 25 000 euros d'abattement que tu auras bénéficié, 25 000 euros de déduction. Bah, tu vas payer 3/5 de ce montant-là, quoi. Alors qu'à l'époque, tu devais rembourser l'intégralité. Ah oui, mais moi je suis resté sur l'intégralité. Ah, pas mal. C'est bien, ça s'adoucit. Oui, c'est ça, dessus. Donc, si par exemple, tu restes que 4 ans, et bah, pour la dernière année, bah, tu rembourses un 5e, quoi. Donc, tu rembourses quand même, mais c'est moins douloureux qu'à l'époque, tu devais rembourser 21 875. Enfin, c'était dur. Il n'y a pas moyen d'avoir une dérogation. J'ai jamais réussi à trouver l'info. Ici, par exemple, ta famille s'agrandit, honnêtement, ça devient petit. Je sais pas du tout. Enfin, on sait pas exactement au cas par cas. Nous, on connaît pas du tout les conditions. Faut demander à l'administration. L'administration. Ouais, et c'est vraiment au cas par cas parce que, enfin, parfois ils ont accepté, moi mon notaire me disait, parfois ils ont accepté que, bah, une personne qui allait travailler à l'étranger, bah, du coup, devait vendre son bien. Parfois ils ont pas accepté parce qu'ils estimaient, bah, le travail, bah, vous êtes pas obligé de quitter la Belgique, vous êtes pas obligé d'accepter le boulot. Enfin, c'est vraiment, je serais pas te dire ouais, non, vraiment, je serais vraiment pas te dire les conditions, s'il y a une liste ou pas, quoi. Okay. Honnêtement, je sais pas du tout. D'accord, ça va. Donc, dernière petite question. Bon, je te suis sur LinkedIn, ça tu sais, vu que c'est comme ça que je t'ai contacté. Et j'ai récemment vu que tu t'engageais dans un nouveau projet, Nisaba, du notariat indépendant. C'est bien ça, si j'ai tout compris. Ouais. Tu peux m'expliquer, parce que j'ai un peu de mal à voir comment tu fais du notariat de façon indépendante. Bah, en fait, si tu veux, donc moi depuis 1 an, je suis passée indépendante. Donc je fais la même chose mais en tant qu'indépendante. Donc je facture mon notaire. Donc c'est plus mon patron, mais c'est mon client entre guillemets. Et donc Nisaba, en fait, c'est l'idée de génie qu'une jeune femme a eue, qui a travaillé longtemps dans le notariat et qui le notariat, c'est un milieu qui est très, très peu flexible. Donc c'est des horaires globalement de 8h30 à 17h, voire 9, 18. T'as 20 jours de congé par an. Au bout de 5 ans, t'as 1 jour en plus. Et donc ouais, c'est assez peu flexible. Et donc tu dois toujours travailler depuis ton bureau. Maintenant, grâce au Covid, on découvre qu'on peut faire du télétravail, donc c'est génial. Mais bon, tous les notaires ne sont pas friands du télétravail. Et donc elle était, je crois qu'elle avait essayé de faire le concours. Elle a essayé 3 fois et elle a raté. Puis entre-temps, son mari allait travailler aux États-Unis. Et donc, elle est partie, elle l'a suivi. Et elle a pensé, en fait, c'est quand même dommage de pas, elle aimait bien ce qu'elle faisait, de pas avoir un sorte de continuer à travailler, mais en étant détachée.
d'une part détaché au niveau territorial, donc travailler depuis de l'autre côté, et puis aussi détaché en disant j'aide en fait des notaires dans des missions. Donc c'est-à-dire un notaire il travaille avec deux collaborateurs, il y a l'autre qui est enceinte et qui prend congé pendant 3 ou 6 mois et il a besoin d'un renfort que pendant 6 mois et il veut pas engager quelqu'un dans des nouveaux contrats qui sont lourds, etc. Il s'est dit voilà, moi je peux remplacer. Ou alors souvent par exemple en Wallonie, il parle pas néerlandais, du coup il y a un client au notaire qui achète en Flandre, du coup le notaire ne parle pas néerlandais et donc elle est bilingue, donc elle se dit voilà, moi je peux m'occuper de ce dossier-là parce que pour vous alléger, etc., tu vois. Et donc c'est comme ça que lui est venue l'idée de créer cette entreprise Nisaba. Donc Nisaba, c'est une entreprise qui travaille avec des juristes indépendants et qui propose des services aux notaires. Et donc les notaires contactent Nisaba en disant voilà, j'ai telle mission, j'ai besoin d'un renfort pendant autant de temps, etc. Et alors il y a une plateforme, c'est distribué à tous les juristes, tous les juristes indépendants en disant voilà, il y a telle mission par exemple un notaire cherche quelqu'un pour rédiger l'acte de donation ou pour une vente ou s'occuper de la vente ou une succession, etc. Et le juriste prend la mission, travaille en indépendant, donc il travaille chez lui, il prépare tout le dossier et puis il renvoie au notaire et puis voilà. Donc grosso modo c'est vraiment le côté indépendant, c'est que tu travailles sur des dossiers et pas on va dire dans une étude fixe, etc., quoi. Ah ouais, c'est pas mal. C'est franchement... Et personne n'y avait pensé avant. Ouais, franchement, j'étais étonné. Franchement, moi, je suis là depuis pas longtemps, du coup. Et quand je parlais avec elle, je disais, mais c'est fou parce que, elle a eu un peu le même parcours, j'imagine, que toutes les personnes qui sont chez Nisaba aussi. On n'est pas beaucoup, hein, c'est, je crois, une dizaine. On a tous eu ce côté un peu, manque de flexibilité. Et ce côté, j'aime ce que je fais, mais si j'avais la possibilité, de pouvoir travailler ailleurs, parce qu'au final moi mon boulot il faut juste une connexion internet et voilà, mon cerveau est en pleine forme et voilà, j'ai pas besoin de grand chose. Donc être partout ailleurs et pouvoir prendre des missions, continuer à travailler sur ce que je fais, sur ce que j'aime, sans être dans un bureau de 8 à 17 et choisir quand est-ce que je fais ce travail là. Et pas dire de 8 à 17, tu vas travailler pendant 7 heures toute la journée sur ce dossier. Et si je vais travailler 2 heures aujourd'hui, 3 heures ce soir et 5 heures demain, je le fais, quoi. Tant qu'on me donne une deadline et que je respecte la deadline, voilà, si le travail est fait, c'est le plus important. Et donc, je trouve ça vraiment génial qu'elle ait pensé à ça, quoi. Ah, génial. Non, franchement, les entrepreneurs n'arrêtent pas des idées. Et c'est quoi, c'est une start-up ou je sais pas, c'est juste une entreprise C'est une SRL, oui. C'est une SRL, je sais pas combien d'années ça, mais donc c'est une SRL et je pense que voilà, ça va aller de plus en ça va prendre de plus en plus d'ampleur à mon avis. Pourquoi parce que le milieu, du fait que maintenant l'immobilier stagne un petit peu, par rapport aux notaires, ils veulent, il y a eu quand même pas mal de licenciements depuis le Covid. Oui. Ah oui, dans votre domaine, ok. Oui, parce que des notaires qui, avec le Covid, tout a stagné pendant 2 ans et puis maintenant avec l'inflation, etc. Leur chiffre d'affaires a complètement diminué. Il y a eu une réforme aussi récemment en janvier qui a entre guillemets réduit les honoraires des notaires et donc du coup tout ça mis ensemble fait qu'il y a des notaires qui leur chiffre d'affaires a diminué beaucoup ou plus ou moins beaucoup et donc qui ont dû licencier ou alors ils hésitent à engager et du coup ils prennent des dossiers perso, donc genre eux-mêmes ils travaillent sur les dossiers alors que en général les notaires ne travaillent pas sur les dossiers et donc ils font le côté gestionnaire mais ils veulent pas engager parce que t'as tout le côté lourd du contrat et donc ils délèguent chez Nisaba en disant voilà, moi j'ai pas le temps de m'occuper de ces dossiers. Par exemple, nous à l'étude, mon notaire pendant tout un temps les successions on en avait beaucoup trop et ça nous saoulait, quoi. Et donc du coup jusqu'à présent toutes les successions il les refile à Nisaba, quoi. Il dit voilà, il s'occupe de... Donc à l'étude on fait quasi plus de successions parce que c'est Nisaba qui fait quasi toutes nos successions, quoi. Et donc du coup je pense qu'avec la situation actuelle, il y a des notaires qui hésitent à engager et donc Nisaba ça peut être une bonne option quand ils sont dans des rushs.
Et puis aussi maintenant, le fait que voilà, on est en Belgique, il y a deux langues, il y a des gens qui se dispatchent de plus en plus, qui bougent de plus en plus. Donc t'as des Wallons qui veulent acheter à Bruxelles et Oui, qui c'est veulent ça. acheter en Wallonie et en Flandre, pardon, et donc du coup il y a pas la langue. Les notaires wallons ils parlent pas le néerlandais, très peu en tout cas parlent le néerlandais, et donc du coup ils se retrouvent avec des dossiers qui connaissent, enfin ils connaissent pas la langue, ils savent pas gérer quoi, ils savent pas vérifier si tout est correct, etc. Et donc du coup ils font aussi appel à Nisaba. Et donc ouais, je pense que avec le temps ça peut bien grandir quoi. Ok. Ah, bah, génial. Comme quoi, ça n'arrête pas. Alors, euh, pour revenir un peu sur le sujet afropéenne, est-ce que tu peux me dire si être une femme, et enfin plus particulièrement une femme noire, a été dans ton parcours quelque chose, un point d'achoppement? Est-ce que ça a été quelque chose de difficile, quelque chose, un non-sujet, ou peut-être même un avantage, qui sait? Ouf, avantage, j'ai pas eu l'impression. Non, honnêtement, non, je pense pas que ça a en tout cas été un désavantage. Euh, Après, je pense que c'est aussi un peu, ça dépend un petit peu des personnes. Enfin, moi, honnêtement, j'ai jamais, en tout cas, eu le sentiment du fait que parce que j'étais noire, j'ai pas eu le boulot, des trucs comme ça. Mm, Donc ça, pas. mm, Euh, Après, moi, clairement, je travaille dans un milieu de blanc, quoi. Je veux mhm, dire, quand j'ai tous mes collègues sont blancs, mais quand on a des sortes de after work ou des réunions, enfin, des cercles d'études, avec les différentes études de Bruxelles, etc., il y a que des blancs, des blancs, donc, c'est chiant. Mais bon, voilà, c'est comme Mais, ça, hein. et Mais, pourtant, ouais, dans non, le enfin, droit, il y a énormément ouais, d'afrodescendants clairement. dans le droit. Et, Énormément. et Énormément. En droit, on se bon, demande même où ils sont, en fait. Parce que dans les études, tu les ok. vois beaucoup. Oui, c'est ça. Et après, c'est vraiment hyper dispatché. Enfin, voilà, après, je connais pas du tout le milieu, du coup, tout ce qui est barreau. Mhm. Mais vraiment, il y en a énormément durant les études. Mais après, c'est vrai qu'on les voit beaucoup moins. Dans le notariat, on n'en voit quasi pas. Mais donc, ouais, moi, personnellement, je l'ai, euh, je l'ai, euh, je l'ai pas mal vécu. Mhm. J'ai j'ai pas eu le sentiment d'être discriminé. Même si moi personnellement ça m'ennuie un peu d'être que d'entourer de blancs. Mhm. Mais voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est J'essaie comme de ça. motiver les gens à travailler dans le notariat pour avoir plus de Ok. diversité, mais bon. Ok. Ce sera pas pour demain, mais voilà. Il faut Oui, ce commencer sera un pas pour jour. demain, mais bon. Il faut commencer Ouais, un peut-être jour. un jour. Ok, ça va. Et alors, est-ce que tu as, ici, là, pour le coup, c'est vraiment la dernière question, est-ce que tu as un mantra? Est-ce que tu as quelque chose qui t'a guidé depuis tout ce temps, quelque chose que tu transmettrais à ta fille? Ouf. Bonne question. Je Ouais. sais pas, je pense. Honnêtement, je pense pas. Mm, Euh, je pense que c'est un peu peut-être compliqué, enfin compliqué non, mais euh, on va dire euh, ouais peut-être le mot compliqué. Il y a parfois t'as un peu ce syndrome un peu de l'imposteur, tu vois, t'es là, est-ce que je suis vraiment à ma place, est-ce que je mérite, machin, mhm, etc. mhm, Ça, je pense que c'est un peu tous les afro-descendants, ou enfin voilà, tous les enfants, je pense, de parents étrangers, à un moment ou à un autre, en tout cas qui ont réussi, ou qui réussissent, ou qui galèrent, enfin voilà, ou en tout cas qui ont atteint leur ambition, ça peut peut-être arriver. Après, moi, je pense croire en, peut-être bateau, mais croire en soi et croire en ses capacités, quoi. Et vraiment, enfin, moi, je me suis toujours dit, bah, si un blanc peut le faire, je peux le faire, quoi. ok. Franchement, c'est fois mille. Je peux le faire fois mille. Mais c'est bête, mais, enfin, voilà. Et puis aussi, c'est pas, c'est, je pense que voilà, être afrodescendant, c'est carrément une richesse, j'en suis convaincu, mais c'est pas du tout c'est pas du tout un désavantage. Ok. Et, ouais, je pense
vraiment que ça peut être un plus, pour autant que on va dire, on sait pas forcément se mettre en valeur, mais réaliser en fait ce plus-là. C'est juste se dire voilà, t'en es capable et il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas en fait. T'as rien de moins que ton voisin blanc ou asiatique quoi. Donc peut-être une question socio-culturelle, mais ça c'est un autre débat et c'est peut-être plus long. Mais a priori, ouais, je pense que ouais, se battre ouais pour ce qu'on veut et se donner vraiment avoir le courage et la force de ses ambitions quoi. Parfois on a beaucoup de grandes ambitions, on veut faire des grandes choses, mais une fois qu'on est là devant, il faut travailler, on est là flemme, ouais, la flemme. Ouais, aux injustices, on crée un peu à l'injustice, etc. Et se remettre en question et être honnête avec soi-même aussi. De dire, voilà, tu rates ton examen parce que t'as rien foutu, c'est pas parce que t'es noir, quoi. Okay. C'est pas parce que le prof t'aime pas. Ça peut arriver, hein, je dis pas, c'est clairement, ça peut arriver, mais voilà, être, faire la part des choses avec aussi de temps en temps, ouais. Oui, voilà, être de bonne foi. Et de bonne foi. Ah, en tout cas. Écoute, c'est un super message. Je te remercie en tout cas pour les infos. Là, c'était un masterclass. Hein. La personne qui écoute ça a intérêt à avoir un petit big. Moi, en tout cas, j'ai mon petit big, j'ai bien noté. Et je réécouterai. Donc, merci beaucoup pour les infos. Merci pour ta participation, pour ton temps. C'était avec plaisir. Et je te souhaite beaucoup de succès chez Nisaba. Et merci. Et j'espère que les auditrices auront l'occasion de travailler, qui sait, avec toi, un jour. Avec plaisir, je suis très sympa. Je vous ai découvert sur le podcast. Je réponds toujours, mais... Ça marche. J'avoue, ce serait assez chouette. Ah ouais, ce serait top. Un tout grand merci à toi et beaucoup de succès pour tes podcasts. Et j'espère qu'il y aura de plus en plus de visibilité. Parce que c'est quelque chose de bien et qui est important. Ouais. Donc voilà. Merci beaucoup. Écoute, passe une bonne soirée. Bonne continuation pour toi aussi. Bye. Merci. Allez, bye.